Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, présenté par Aéria Voyage. Vous rêvez d'une croisière fluviale en Europe? D'une grande traversée en mer? D'une escapade chargée d'histoire? Ou d'une aventure vers une destination totalement nouvelle? On est là pour vous aider à organiser le voyage de votre vie. Et si quelque chose dans cet épisode vous donne envie de passer à l'action, appelez un de nos experts au 1-888-460-3388. Un énorme merci à Aéria Voyage de rendre cet épisode au-delà de l'horizon possible. Il y a une ville en Amérique du Nord où un demi-million de personnes choisissent volontairement de se rassembler dehors pour faire la fête à moins 12 degrés Celsius, et ça en plein mois de février. Ouais, c'est quand même assez audacieux quand on y pense. Tellement. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ça se passe à l'intérieur des murs de la seule ville fortifiée au nord du Mexique. On parle vraiment d'un joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout à fait. C'est une métropole de 400 ans qui offre une qualité de vie, une densité historique qu'on associe généralement à l'Europe. Sauf que, on n'a pas besoin de traverser l'Atlantique pour y avoir accès. Je fais toujours fascinée par ça. C'est exactement le paradoxe de Québec. On s'imagine souvent que c'est genre un décor de cinéma, une jolie carte postale un peu figée dans le temps, avec son immense château perché sur la colline. Les fameuses calèches dans la neige, là. Exactement. Mais quand on plonge dans les sources de notre exploration d'aujourd'hui, et plus particulièrement dans la mise à jour de mai 2026 du guide d'Aéria Voyage, on découvre une toute autre réalité. Ouais, ce guide rédigé par Yvan Junior Blanchette, qui est vraiment un spécialiste de la destination. Oui, et il nous montre que derrière le vernis touristique, il y a une métropole vibrante, incroyablement complexe. Une ville où la géographie dramatique et le climat extrême ont forgé une culture de la résilience absolument unique. Bon, décortiquons tout ça. Parce que la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est justement de faire exploser cette idée préconçue que Québec, c'est juste un musée à ciel ouvert pour les croisiéristes. C'est loin d'être juste ça, ouais. On va explorer comment cette topographie coupée au couteau dicte le rythme de la vie quotidienne et aussi comment la brutalité de l'hiver s'est métamorphosée en une célébration monumentale. Et il y a surtout l'aspect culinaire, comment des tactiques de survie vieilles de 4 siècles ont servi de fondation pour faire exploser la ville sur la scène gastronomique mondiale en 2026? Absolument. Mais pour vraiment comprendre l'ambiance de cette ville, je pense qu'il faut d'abord regarder son squelette. La géographie. Oui, la géographie, ici, c'est pas juste un bel arrière-plan. La ville est littéralement scindée en deux par une falaise abrupte, le cap Diamant. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette ligne de faille géologique, c'est pas qu'un simple accident naturel. C'est véritablement le moteur historique de l'endroit. C'est-à-dire? La falaise a séparé le développement urbain en deux mondes distincts. D'un côté, on a la haute ville, encerclée par ses lourds remparts de pierre, où trône aujourd'hui le château Frontenac et la terrasse du Frein. Et de l'autre côté, en bas de la falaise? De l'autre côté, une centaine de mètres plus bas, il y a la basse ville, avec la place Royale qui a été fondée en 1608 par Samuel de Champlain et les ruelles très serrées du quartier du Petit Champlain qui frôlent les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent. J'aime bien utiliser une analogie pour illustrer cette division-là. C'est comme si la ville était une immense scène de théâtre à 2 étages. C'est une excellente image, ouais. Mais c'est pas seulement pour le coup d'œil. Historiquement, ce théâtre dictait tout le tissu social. Sur le grand balcon supérieur, dans la haute ville, on retrouvait le pouvoir. Les militaires, le clergé, tout ça. Exact. Les militaires à l'abri derrière leurs canons, les autorités gouvernementales, c'était la forteresse imprenable. Et en bas, dans la fosse du théâtre, c'était le véritable moteur économique. Le domaine des marchands, des ouvriers. Des marins qui déchargeaient les navires au port, ouais. Et cette analogie est très juste, parce qu'on ressent encore viscéralement cette fracture socio-économique aujourd'hui. En haut, l'architecture est très institutionnelle, avec de vastes espaces ouverts. C'est très aéré. Fait qu'en bas, on bascule à l'échelle purement humaine, dans un labyrinthe de rues étroites qui ont été expressément conçues comme ça au 17e siècle pour bloquer les vents glaciaux du fleuve. Wow, c'était pensé d'avance pour le climat. Et ce qui est fou, c'est la mécanique pour passer de l'un à l'autre. Le lien entre ces deux mondes, c'est un défi physique constant. On fait pas juste se promener à Québec, on l'escalade, hein? Littéralement. On utilise le funiculaire qui grimpe le long de la paroi rocheuse ou on s'attaque à pied au fameux escalier casse-cou. Ah, le nom à lui seul, casse-cou, c'est tout un programme.
J'essaie d'imaginer le cauchemar des travailleurs d'autrefois essayant de hisser des barils sur des marches couvertes de glace. C'était pas pour les craintifs, je suis certaine de ça. Le simple fait d'être constamment obligé de grimper de manière abrupte vers les vieilles fortifications ou de redescendre d'un coup sec vers le fleuve, ça donne à la ville une dimension dramatique, physique, rare en Amérique du Nord. C'est pas une grille plate où on marche sans effort, c'est sûr. Non, ça force les habitants et les visiteurs à interagir avec leur environnement avec beaucoup d'intention. Puis cette obligation d'interagir avec l'environnement, ça nous amène à l'autre grand défi de cette scène théâtrale. La météo. Ah oui, le fameux hiver québécois. Parce que l'identité de Québec est animée par une culture francophone extrêmement vivante. Mais il faut comprendre que c'est pas juste une question de langue parlée. C'est un mode de vie complet. Une façon de réagir face aux éléments, oui. Et quand on parle des éléments, on doit inévitablement parler de l'hiver. Chaque mois de février, il y a le Carnaval de Québec. Beaucoup de gens de l'extérieur s'imaginent que c'est une petite animation de quartier, genre un peu folklorique. Montée de toutes pièces pour le tourisme? Exactement. C'est une perception complètement erronée. Le Carnaval de Québec est reconnu comme le plus grand festival d'hiver au monde. Il y a un demi-million de personnes qui participent. Un demi-million, c'est énorme. On y érige un gigantesque palais de glace dont l'architecture change chaque année. Il y a des défilés nocturnes spectaculaires et surtout, il y a les mythiques courses de canots à glace. Ah, j'ai vu des images de ça, ça a l'air complètement surréel. Le concept de cette course est ahurissant. Des équipes traversent le fleuve Saint-Laurent, qui est à moitié gelé et à moitié liquide, en poussant leurs embarcations sur d'immenses plaques de glace mouvant. Les rames quand ils tombent dans l'eau glaciale? Oui, elles rament furieusement avec les courants qui tirent de tous les côtés. C'est un sport extrême, né d'un ancien moyen de transport vital. Wow! Et pour se réchauffer en regardant ça, la foule consomme le fameux caribou, une boisson chaude traditionnelle redoutable. De quoi c'est fait, ce fameux caribou? C'est composé de vin rouge, de spiritueux forts et de sirop d'érable. Ça procure une dose de calories et de chaleur instantanée. OK, là, je vous arrête tout de suite parce que c'est là qu'il faut se faire l'avocat du diable un peu. Allez-y. Attendre debout sur les berges d'un fleuve gelé pour regarder des canaux avec un vin chaud, ça a l'air épique raconté comme ça. Mais honnêtement, moins 12 degrés ou moins 20 avec le vent, c'est pas une blague. Non, le froid est mordant. C'est objectivement douloureux pour le corps humain si on n'est pas habitué. Comment on peut espérer que des voyageurs qui ont plutôt l'habitude de fuir vers des plages ensoleillées arrivent à Québec et se mettent à adorer souffrir dehors pendant des heures? C'est pas un énorme risque pour des vacances? Ça soulève une question importante. C'est une réaction d'appréhension tout à fait logique. Le froid extrême fait peur. Mais l'erreur fondamentale, c'est de croire qu'affronter l'hiver implique nécessairement de souffrir. Ah non. Comment on évite ça? Ce genre de climat repose pas sur une tolérance surhumaine à la douleur. C'est une simple question d'équipement. La science des matériaux, ce qu'on appelle le système multicouche. OK, expliquez-nous concrètement comment ça fonctionne, parce que l'instinct de la plupart des gens, c'est juste de chercher le manteau le plus gros et épais possible. Et c'est la pire stratégie, bizarrement. Vraiment? Ouais. Le secret pour vaincre le grand froid, c'est pas l'épaisseur du vêtement, c'est la capacité à emprisonner ce qu'on appelle de l'air mort. De l'air mort? Oui, l'air immobile est le meilleur isolant thermique qui soit. La technique consiste donc à empiler stratégiquement les vêtements. On commence par une couche de base ajustée au corps, comme de la laine mérino. Pour absorber la sueur? Exactement, pour éloigner l'humidité de la peau. Ensuite, on ajoute une ou deux couches intermédiaires, comme de la laine polaire, pour créer ces petites poches qui vont capturer la chaleur du corps. OK, je vois. Et finalement, on met une coquille extérieure qui coupe le vent et bloque l'humidité. Quand on maîtrise cette mécanique-là, la morsure du froid disparaît complètement. La douleur s'efface. Et j'imagine que c'est seulement à ce moment-là, quand on n'est plus en mode survie, qu'on peut réellement savourer la beauté de la ville. C'est là que toute la magie se révèle. Se promener sur les vieux pavés, dans le silence profond qui s'installe juste après une grosse chute de neige, c'est une expérience sensorielle tellement intime. La neige étouffe tous les bruits, c'est vrai. La neige absorbe les bruits urbains et ça crée une connexion avec l'histoire des lieux qu'il est impossible de recréer en plein été sous les foules de touristes. Affronter le froid à Québec bien équipé, c'est le cœur même de l'expérience authentique. C'est fascinant. Puis cette notion de survie face au climat, ça nous amène à une autre connexion incontournable. Pour endurer 400 ans d'hiver intraitable, il fallait une énergie colossale. Des calories, beaucoup de calories. Exact. Des techniques de conservation ingénieuses pour passer les mois sombres et une exploitation acharnée du territoire pendant le court été. Et ce sont ces nécessités historiques,
ces vieilles méthodes de survie qui ont servi de matière première à l'explosion de la scène gastronomique. Ce qui nous propulse directement à ce moment charnière de mai 2026, l'arrivée du Guide Michelin Québec. C'est un événement majeur, un véritable tremblement de terre dans l'industrie. Parce que sur la scène internationale, la bouffe à Québec a longtemps été perçue comme étant dans l'ombre de Montréal, non? Ouais, Montréal était vu comme la grande métropole culinaire, plus cosmopolite. Mais ce guide de 2026 a broqué les projecteurs sur ce que les initiés savaient déjà à propos de Québec. Le fait marquant du guide, c'est que Québec abrite désormais le seul restaurant de toute la province avec 2 étoiles Michelin, le restaurant Tanière 3. Tanière 3, oui. 2 étoiles, c'est pas juste un bon repas. Ça implique une constance et une créativité presque obsessionnelle de l'équipe. Le chef François-Emmanuel Nicolet est à la tête de ça, je crois. Exactement. Et lui et son équipe archivent littéralement l'histoire de leur territoire. Il propose un menu dégustation axé sur le terroir indigène et la forêt boréale. Et le lieu lui-même participe à l'expérience d'après les sources. Totalement. C'est caché dans des véritables voûtes de pierre du 17e siècle sous les rues de la Basse-Ville, près du Vieux-Port. Wow! On déguste des créations contemporaines entourées par les pierres où les marchands de la Nouvelle-France entreposaient leurs provisions. Le contraste est frappant. Le guide mentionne des plats très spécifiques qui ont ébloui les inspecteurs, comme des pétoncles servis avec du caviar et des pommes de terre Raphaël. Oui, un plat signature. Ça soulève une question. C'est quoi exactement une pomme de terre Raphaël? C'est l'illustration parfaite de leur philosophie. Au lieu de juste s'appuyer sur des ingrédients de luxe importés, le chef utilise cette pomme de terre, qui est une variété ancienne locale. Une racine cultivée sur place? Oui, avec un profil de saveur unique qui rappelle un peu la noisette. Ils élèvent un produit de subsistance paysan au même niveau que le caviar. Ils appliquent les techniques de la haute gastronomie mondiale pour sublimer leur propre sol. C'est brillant. C'est comme s'ils avaient décidé d'ignorer l'étape de reproduire la cuisine française classique, puis qu'ils avaient doublé la mise sur leur propre identité nordique. C'est le cœur de la révolution culinaire de Québec. Ce qu'ils appellent repousser les limites de la cuisine boréale. Y a-tu d'autres exemples dans le guide? Oui. Le restaurant Légende, qui a une étoile, là-bas, l'acidité vient pas d'un citron importé, parce que les agrumes poussent pas sous la neige. Logique, ouais. L'acidité vient d'une fermentation de jeunes pousses d'épinettes récoltées au printemps. Ils font de la tourte au cœur de serre, du flétan sauvage cuit au charbon. Il y a des techniques anciennes de préservation, finalement. La salison, le fumage, la fermentation. Les stratégies de survie des premiers colons et des Premières Nations sont devenues la base d'une cuisine étoilée. Mais attendez, il faut poser la question qui fâche. Avec toutes ces étoiles Michelin et l'arrivée d'une clientèle internationale fortunée, il n'y a pas un risque majeur de dénaturer tout ça? Vous voulez dire la gentrification de l'assiette? Oui, la nourriture québécoise, c'est censé être généreux, réconfortant. On risque pas de perdre cette chaleur humaine pour une expérience froide et inabordable? C'est une crainte fréquente quand Michelin débarque, c'est sûr. Mais à Québec, l'excellence culinaire n'est pas confinée dans une tour d'ivoire. Le dynamisme déborde dans des quartiers historiquement ouvriers comme Saint-Roch et Saint-Sauveur. Juste à l'extérieur des remparts, c'est ça? Oui, un peu plus bas. C'est là que la classe créative gravite. Et c'est là qu'on trouve de nombreux établissements avec la mention Bib gourmand du Michelin, qui souligne un rapport qualité-prix exceptionnel. Ah, donc on peut très bien manger sans se ruiner. Exact. Des bistrots sans prétention comme la Buvette Scott, Melba ou le Clocher Penché. L'ambiance est bouillonnante, la musique est forte, mais l'obsession pour les produits locaux est la même que dans les grandes tables. C'est rassisant. Et puis, cette montée en gamme a rien effacé des classiques. La vraie poutine de casse-croûte avec le fromage en grains ultra frais qui fait squish sous la dent, ça reste intouchable. Heureusement. Puis il y a la tourtière, le sirop d'érable sur la neige. Les deux mondes coexistent merveilleusement bien. Mais que ce soit pour des pousses d'épinettes, du gibier ou du fromage de ferme, l'approvisionnement a l'air d'une richesse inouïe. D'où viennent exactement tous ces ingrédients-là? Si on relie ça au portrait global, la réponse se trouve à l'extérieur des remparts. Les escapades régionales, c'est pas des suppléments optionnels, c'est aller à la source même. C'est vrai que visiter Québec sans voir la région autour, c'est comme aller dans un grand restaurant de la ferme à la table, mais refuser de regarder par la fenêtre pour voir le champ. C'est une symbiose totale. L'identité s'effondrerait sans son arrière-pays. Prenons l'île d'Orléans, à 12 km de la ville. Reliée par un seul pont, hein? Ouais, une île agricole. On pourrait craindre que ce soit juste des vergers ultra touristiques, mais c'est un berceau patrimonial intact. Pourquoi c'est si riche sur le plan agricole? À cause du microclimat.
La masse du fleuve Saint-Laurent qui encercle l'île agit comme un modérateur thermique, ce qui allonge la saison de croissance. Les mêmes familles travaillent cette terre depuis le 17e siècle. C'est fou! C'est littéralement le garde-manger historique de Québec. Des champs de fraises, des pommeraies, des érablières et des manoirs seigneuriaux grandioses, comme le manoir Mauvid-Geneste. Et si on va un peu plus loin, genre à 80 km au nord-est, on frappe un mur géographique, Charlevoix. À Charlevoix. Là, on joue dans une ligue à part. La région a été forgée par une météorite, c'est bien ça, hein? Cataclysmique il y a des centaines de millions d'années, l'impact a laissé un cratère géant, créant une barrière de montagne qui plonge dans le fleuve. Ça retient la chaleur et l'humidité, créant une autre zone agricole hyper riche. Exactement. Aujourd'hui, c'est une réserve de biosphère de l'UNESCO. Et le guide d'Eria Voyage insiste sur le train de Charlevoix pour s'y rendre. C'est fascinant sur le plan mécanique. Le trajet débute au pied de la chute Montmorency, qui, en passant, surpasse les chutes Niagara de 30 mètres en hauteur. 30 mètres de plus! Ça choque toujours les visiteurs de l'extérieur. Ben oui, et le train longe les berges de façon super intime, parce que les montagnes s'écrasent avec tellement de force dans l'eau qu'on a juste pu poser des rails sur une infime corniche de terre. Fait qu'on a la falaise d'un côté et le fleuve de l'autre. Un fleuve tellement large qu'il ressemble à l'océan avec ses marées et l'air salin. Et ça nous dépose au cœur de Charlevoix, à Baie-Saint-Paul. Avec sa scène artistique et ses éleveurs de canards et fromageries qui approvisionnent les restaurants de Québec, la boucle est bouclée. Tout est connecté. Lecture qui force l'ascension, l'hiver extrême qui se transforme en fête, la gastronomie boréale Michelin et les terroirs comme l'île Lorient et Charlevoix. Qu'est-ce que tout ça veut dire pour quelqu'un qui planifie un voyage? Ça veut dire que le mythe du petit week-end rapide à Québec, c'est une erreur. En 2 jours, on passe à côté de l'âme de la région. Combien de temps il faut selon les sources? 3 jours pour courir dans le centre. Mais pour explorer Saint-Roch, manger aux Tanières 3 et aller dans Charlevoix, on parle de 4 à 5 jours minimum. 1 semaine, c'est l'idéal. Et ça s'improvise pas. Réserver des restos étoilés, gérer la logistique du train ou le carnaval. C'est pour ça que faire appel à des spécialistes comme Yvan Junior Blanchette, d'Eria Voyage, c'est le filet de sécurité pour éviter les erreurs de débutants. Ça permet une vraie immersion. En résumé, Québec, c'est une métropole avec du caractère qui demande un engagement physique, de savoir s'habiller avec le système multicouche et qui récompense ceux qui prennent le temps de l'explorer. Et en réalisant qu'une ville d'Amérique du Nord a réussi à conserver un écosystème culturel, architecturel et linguistique aussi intact pendant plus de 400 ans, on doit se demander, 1. Quels autres joyaux culturels profonds ignorons-nous sur notre propre continent, simplement parce qu'on prend pas le temps de regarder au-delà de l'image de la carte postale?